Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure de Together et dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler numérique responsable. Donc avant cela, on va voir les services rendus par le numérique et on verra qu'ils sont assez nombreux. On parlera des évolutions des pratiques du numérique et de notre usage du numérique. On parlera de l'impact environnemental également en termes de consommation d'énergie, de ressources et d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on terminera par le numérique responsable. Je commence par les services rendus par le numérique. Alors aujourd'hui, pourquoi on utilise le numérique? Eh bien, c'est principalement pour communiquer et partager, donc via les réseaux, via réseaux sociaux, via nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes. On utilise cela pour communiquer et partager. Le numérique a favorisé aussi l'économie et les échanges commerciaux, notamment en automatisant certains processus, en permettant de produire plus rapidement, de mieux suivre, par exemple, la traçabilité des marchandises, etc., etc. Ça a favorisé l'essor aussi des échanges commerciaux à travers le monde. Ça a permis de développer l'accès au divertissement et à la culture. Divertissement, tout ce qui va être jeux vidéo, jeux en ligne, et à la culture, puisqu'on a aujourd'hui accès sur Internet à tout un panel de sites, d'applications qui favorisent notre accès donc à la culture en général. Ça a permis de développer les progrès technologiques. Je pense notamment aux progrès liés à la médecine, mais il y en a bien d'autres également. Et ça a permis de réduire la fracture numérique dans les territoires, donc les fameuses zones blanches, les zones qui sont complètement déconnectées de tout réseau, ce qui en fait pose un problème déjà d'ordre social pour les populations qui sont isolées et aussi un problème économique puisque on va le voir, le numérique est quand même joue un rôle important dans le développement, dans l'essor du commerce, comme on l'a vu au tout début. Donc, on parle de fracture numérique pour les personnes qui sont donc isolées de tout réseau. Alors, si on fait un petit focus sur l'évolution des pratiques du numérique, ici, vous avez un schéma devant vous qui retrace nos usages depuis 1998 jusqu'en 2018 et principalement donc l'usage de certains outils, donc de téléphonie fixe, mobile, l'usage des smartphones qui est apparu dans les années donc en 2010-2012, pas avant, l'ordinateur et tout ce qui est connexion Internet. Donc on voit qu'il y a eu une grosse poussée de l'usage de ces appareils, de ces équipements, notamment depuis les années 2000, qui ont beaucoup augmenté jusque dans les années 2016, jusqu'à très récemment finalement. Et on constate pour certains d'entre elles une stagnation ou une baisse, notamment je pense à tout ce qui va être l'usage de la téléphonie fixe, puisqu'aujourd'hui on se contente bien souvent d'un numéro mobile pour être joint. Également tout ce qui va être les ordinateurs à domicile. Aujourd'hui on a une tendance à la baisse, au moins un ordinateur à domicile, une tendance qui est plutôt à la baisse, puisqu'aujourd'hui on se sert notamment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire via notre smartphone, il y a toutes les applications disponibles, donc une tendance un petit peu à la baisse. Mais en tout cas, la téléphonie mobile, c'est bien un des seuls avec la connexion Internet à vraiment augmenter sur la durée, avec l'usage des smartphones, bien entendu, qui s'accélère et qui a été exponentiel donc depuis les années 2010. Et donc, qui dit augmentation des usages dit impact environnemental. Alors, quelques chiffres ici qui sont assez parlants. Le numérique au niveau mondial, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, avec une prévision de doubler, donc de passer à 8% d'ici 2025. Donc, à titre de comparaison, la France, c'est 1 à 2% des émissions mondiales. Le tourisme, c'est 11%. Et par exemple, l'aérien, selon comment on calcule, c'est entre 2,5 et 5%. Voilà, pour donner un peu un ordre d'idée de ce se situe le numérique. Donc, c'est loin d'être négligeable.
Autre chiffre assez parlant, c'est que 80% du trafic Internet est lié au visionnage de vidéos. Donc, en fait, pour 100 recherches Internet, 80 vont en fait être des demandes de recherche de vidéos, donc de visionnage de vidéos, donc streaming, etc., etc. Tout vidéo confondu. 100 millions, c'est le nombre de téléphones portables qui dort dans les tiroirs des Français. Donc, c'est quelques chiffres plutôt axés France, mais c'est énorme. On a tous en fait des vieux portables dans nos tiroirs, qui ne marchent plus ou qui marchent encore d'ailleurs, mais qu'on a changé et qu'en fait on stocke. Voilà, on ne sait pas trop quoi en faire, ou alors on pense pas forcément aller le déposer dans des lieux de recyclage. Mais pourtant, ces portables, on le verra plus tard, renferment une quantité astronomique de matière qu'on pourrait en fait réutiliser. Donc, très important de ne pas laisser nos portables dormir dans nos tiroirs. Et 4,1 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs du numérique dans le monde en 2019. Donc, c'est quasiment voilà, la moitié de la population mondiale à peu près. Donc, pareil, c'est un chiffre assez astronomique. On va passer maintenant à la répartition en fait des postes d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai dit que le numérique c'est 4% des émissions, mais concrètement comment en fait cela se répartit. Et bien en fait on voit ici que 40% des émissions de gaz à effet de serre du numérique est liée à la fabrication des équipements, que 26% est lié à l'usage de ces équipements. Et ensuite, le reste va se répartir entre plutôt au niveau du réseau, donc l'usage du réseau, notamment la consommation électrique, et la fabrication du réseau, bien entendu. Sans oublier les data centers, puisque nos données, en fait, le numérique est loin d'être un secteur immatériel. Nos données, elles sont bien stockées quelque part. Et donc, l'usage des data centers, notamment en termes d'énergie, est assez énorme, puisqu'il faut bien souvent, en fait, déjà faire fonctionner les data centers, tout ce qui va être refroidissement des data centers, parce que ce sont des machines qui génèrent une quantité de chaleur énorme. Et donc, pour la fabrication des équipements, 40%, et oui, puisque en fait, on prend en compte tout le cycle de vie, toute la partie amont en fait d'un équipement, depuis l'extraction des minerais et des métaux jusqu'à leur transport, à l'usine qui va en fait fabriquer le métaux depuis les minerais. Puis après la fabrication donc de l'appareil dans les usines, le transport de l'appareil jusqu'au point de vente, etc., etc. Et donc tout ça, c'est vraiment en fait, voilà, le gros de l'impact, c'est vraiment la fabrication de nos équipements en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, le numérique exerce une pression importante sur les ressources, puisque je vous parlais tout à l'heure, juste avant, que le gros de l'impact, c'est lié à la fabrication de nos appareils. Donc, c'est bien qu'on extrait des ressources à la base pour pouvoir les fabriquer. Et de là intervient la notion de sac à dos écologique dont vous avez peut-être entendu parler, qui en fait prend en compte toute l'empreinte écologique d'un équipement. Donc en fait, quand on a un portable entre les mains ou un ordinateur ici en exemple de 2 kilos, et bien derrière, la partie en fait immergée est infime. En fait, on a l'appareil entre nos mains, mais toute la partie submergée, c'est le gros de l'empreinte, et c'est ce qu'on ne voit pas, puisque pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, cela nécessite pas moins de 800 kilos de ressources. Donc ressources d'énergie fossile et de minéraux. Donc, comme je vous disais, principalement pour l'extraction et le raffinage. Et sans compter les quantités astronomiques d'eau pour pouvoir aussi, qui rentrent en compte dans la fabrication des métaux et avec toutes les problématiques de pollution, de traitement des eaux que cela entraîne derrière, plus la pression sur les ressources en eau selon le pays où est fabriqué l'appareil.
Donc voilà, sac à dos écologique, 2 kilos d'ordinateur, c'est 800 kilos de ressources derrière. D'autres exemples aussi du quotidien qui sont assez parlants, hein, un téléviseur, 11 kilos, un téléviseur de 11 kilos, c'est 2 tonnes et demie de matière mobilisée, l'équivalent en fait d'un aller en émission de gaz à effet de serre d'un aller-retour en Paris-Nice par exemple. Le réfrigérateur, c'est 56 kilos d'emploi pour 1 tonne 75 de matière mobilisée, etc., etc. Et on voit que c'est assez conséquent. Le ratio est assez important. Et pour en revenir à notre fameux smartphone, 70, c'est le chiffre que j'aimerais que vous reteniez, puisque c'est le nombre de métaux que l'on retrouve dans la composition d'un smartphone. Et donc c'est en fait réparti en pourcentage en fait. Un smartphone est composé donc principalement de métaux et pas n'importe lesquels, hein, de métaux plutôt on va dire métaux ferreux et non ferreux, de métaux précieux, de terres rares et de métaux, d'autres métaux précieux et d'autres substances qui vont entrer en jeu notamment pour la batterie. Il y a du plastique, des matières synthétiques forcément, et du verre et des céramiques. Et donc, une petite précision sur au sujet des métaux, on entend beaucoup parler en fait des terres rares, de la baisse des ressources en métaux, et c'est le cas, mais c'est pas tellement en fait sur les terres rares que ça va se porter. En fait, le mot rare porte à confusion. La pression aujourd'hui est plutôt faite sur des métaux, on va dire plutôt communs, tels que le cuivre, l'aluminium, le nickel, etc., etc. Ce sont ces métaux-là qui ont à terme un risque de criticité. En fait, ils peuvent vraiment ça peut devenir de plus en plus compliqué d'aller les récupérer dans le sol. Et donc ici, comme je disais, vous avez un schéma qui représente les années de réserve qui nous restent par métaux. Et on voit que voilà certains métaux qui sont bien connus du quotidien, tels que par exemple le cuivre ou le fer, finalement il reste pas tant d'années que ça de réserves disponibles. Hein. C'est assez à l'échelle de l'humanité, c'est très proche finalement. Sans parler de l'argent et de l'or qui eux sont surexploités. Et l'aluminium, on a un peu plus de délai effectivement, mais quand même, c'est intéressant de noter que selon le métaux auquel on a affaire, les réserves ne sont pas du tout égales. Et pourtant, ce sont tous des métaux qui rentrent dans la fabrication de beaucoup d'objets du quotidien, donc dont nos équipements informatiques. Ici, un petit schéma aussi pour montrer l'impact de la fabrication d'un iPhone, où on voit en fait, selon l'origine, selon la zone géographique, le rôle ne va pas être le même. Par exemple, un iPhone va être conçu, imaginé en fait en Californie, hein, au siège social d'Apple. Mais ensuite, sa fabrication va demander en fait d'aller piocher des ressources dans différentes régions du monde, notamment pour les matières premières qu'on va retrouver beaucoup en Amérique du Sud et notamment en Afrique, où se situent les usines de production en fait des composants. La fabrication derrière des composants, en fait, elle se passe pour la plupart en Asie, donc il y a tout le trajet le transport que cela induit en fait depuis les sources et les usines qui vont en fait monter, mettre en pièces monter les pièces plutôt de l'appareil, donc principalement chez ce qu'on appelle en Asie. Et enfin, du coup, une fois que l'appareil est assemblé, il va être redistribué dans le monde entier.
Donc en fait, un téléphone, il fait un certain nombre de fois le tour de la Terre en kilomètres, hein, si on le décompose depuis le petit matériau dont on a besoin jusqu'au produit fini. En fait, il aura fait quand même un certain nombre de kilomètres. Donc c'est intéressant de voir en fait, la mondialisation finalement, voilà, la dématérialisation, la déstructuration de nos modes de production et notre dépendance voilà, à différents pays. Ça pose des problèmes aussi géopolitiques, hein, on l'a vu récemment durant la pandémie. Mais voilà, c'est le cas encore aujourd'hui pour certains composants, notamment tout ce qui va être puce électronique, etc., etc. Et comme je le disais au tout début, dans la petite image avec le sac à dos écologique, produire un équipement numérique demande de grandes quantités de ressources en eau. Et notamment, ça consomme 0,2% des ressources en eau douce de l'humanité. Ça paraît pas beaucoup, mais aujourd'hui, sur Terre, la quantité d'eau douce disponible, elle est de l'ordre de 3% uniquement. C'est-à-dire que 97% de l'eau présente sur Terre, c'est de l'eau salée, ce qui fait aussi sens puisque la Terre est quand même couverte à 71% par les océans. Mais seuls 3% de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce, donc issue notamment des glaciers et calottes glaciaires, issue notamment du cycle de l'eau, hein, de la pluie qui va retomber sur le sol dû à la transpiration, à l'évaporation plutôt, des océans et des sols. Le captage de l'eau par les végétaux qui va s'infiltrer dans le sol et permettre de stocker de l'eau dans des nappes phréatiques, par exemple, etc., etc. On a diverses manières de se procurer de l'eau douce dans le monde, mais c'est une infime partie des ressources disponibles. En France, le numérique consomme 2,2% des ressources d'eau. Donc, c'est quand même un peu plus que le niveau mondial. Et ça correspond à 3,6 milliards de douches, voilà, grosso modo, pour donner un ordre d'idée. Et on a besoin de l'eau pour produire les équipements, hein, donc de l'extraction des métaux, du traitement des minerais, de la transformation en composants électroniques, etc., etc. Ça demande des grandes quantités d'eau. On a besoin de l'eau aussi pour refroidir les data centers. C'est un système aussi qui est utilisé en plus ou en complément de la climatisation classique. C'est des choses qui sont utilisées. Certains data centers sont même plongés sous l'eau, je pense notamment à ceux de Microsoft, qui actuellement sont certains sont plongés au large de l'Islande, dans des eaux froides, ce qui fait que ça permet de maintenir naturellement, on va dire, au frais ces data centers. Mais après, voilà, savoir à ce qui est fait des rejets de chaleur, l'impact des rejets de chaleur sur l'eau est peut-être aussi quelque chose à prendre en compte. Et les conséquences de cet usage exacerbé de l'eau, ça va créer du stress hydrique, hein, donc un manque d'eau criant dans des régions qui sont déjà affectées par des manques d'eau, dans des régions peut-être plutôt désertiques, hein, je pense notamment au Chili, qui est un grand producteur de lithium et qui aujourd'hui affirme peut-être ne pas être en mesure d'exploiter toutes ses réserves du fait du manque d'eau sur son territoire. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Ça crée des conflits géopolitiques dus donc à une inégale répartition de l'eau. Ça crée donc des pollutions des sols et des nappes phréatiques, hein, quand les eaux usées ne sont pas traitées ou le sont mal. Et des conflits d'usage avec l'agriculture, parce que l'eau douce, le principal usage, c'est quand même pour l'agriculture, hein, faire pousser nos cultures, donner à boire au bétail, etc., etc. Donc savoir où on place le curseur, qu'est-ce qui est plus important finalement, est-ce que c'est se nourrir ou d'avoir le dernier téléphone à la mode, des impacts sur la santé, du coup liés aux diverses pollutions, etc., etc. Donc pas mal de conséquences sur les territoires. Le numérique, c'est aussi une utilisation accrue d'énergie fossile.
principalement liées à la production pour produire de l'électricité. Donc c'est 5,5% de la consommation mondiale d'électricité numérique, avec une équivalence, 82 millions de radiateurs électriques allumés en permanence. Et on utilise aussi des énergies fossiles pour produire les équipements, pour faire marcher en fait tout le parc de machines qui va nécessiter à produire ces équipements, sachant qu'ils sont beaucoup produits énormément en Asie, et l'Asie ne se fournit pas en énergie décarbonée en masse, donc ça joue en fait sur aussi la consommation d'énergie fossile. Donc à part égale liée à la fabrication, mais aussi à l'usage, puisque je disais il y a 4 milliards d'êtres humains qui utilisent le numérique aujourd'hui, et tout le monde ne vit pas en France ou en Suède ou dans des pays qui recourent à des énergies non carbonées. Donc en France, c'est principalement le nucléaire et l'hydroélectrique. Donc l'usage dans d'autres pays va avoir un impact sur la production d'énergie, la consommation d'énergie fossile. Et idem, ensuite, on va avoir l'usage du réseau, les data centers également, et la fabrication du réseau. Et donc tout ça nous amène un petit peu à nous poser la question de l'usage et de comment en fait et de pourquoi on devrait le maîtriser. On a commencé à voir certains impacts. Là, quelques chiffres sur la France. On accumule en fait de plus en plus d'équipements, on se suréquipe. En France, aujourd'hui, il y a 58 millions d'utilisateurs en moyenne du numérique. Et il y a 631 millions d'équipements actifs. Ce qui fait quand même 11 équipements par utilisateur en France en moyenne. Ça paraît énorme, mais c'est vrai que quand on y regarde bien autour de nous, on a tous un smartphone, un ou deux PC selon un portable et peut-être un fixe, des écrans, des montres connectées, des consoles de jeux, des tablettes, etc., etc. Et donc tout ça, ça compte dans nos équipements globaux. Il y a à peu près 4 à 28 écrans par foyer. Ça équivaut à 4 à 28 écrans par foyer. Et une tendance à la connectivité exacerbée avec le IoT, Internet of Things, où en fait tout à terme vise à être interconnecté. Donc ça pose la question des infrastructures qui vont être nécessaires pour assurer cette connectivité, la fabrication, l'usage, etc., etc. Et chez les particuliers comme chez les entreprises. Un autre graphique qui montre pourquoi les usages sont à maîtriser, puisque ici on voit la croissance du volume de données échangées et stockées sur les réseaux mobiles. Et donc on voit qu'en fait entre déjà 2010 et 2020, on est sur une courbe exponentielle en fait de consommation de données. Et donc effectivement, il va y avoir un vrai enjeu de contenir en fait, de contenir la tendance, puisque est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire grimper cette courbe? Je vous le disais tout à l'heure, l'empreinte, les émissions de gaz à effet de serre du numérique sont amenées à doubler d'ici 3 ans. Et vous avez le volume de données des cartes actives donc en 4G et celles qui n'ont pas la 4G, donc 3G, 2G, on voit que c'est en déclin. La 4G est effectivement hausse exponentielle, et avec maintenant la 5G qui a commencé à être installée en France l'année passée, on craint en fait une augmentation des usages liés à la 5G, puisque c'est vrai que la grande les pros 5G, on va dire, le grand avantage de la 5G, c'est qu'elle est moins gourmande en énergie, puisque ce sont des antennes qui, en fait, contrairement à la 4G, qui sont des antennes qui émettent, qui sont actives H24, la 5G, en fait, l'antenne 5G ne s'active que lorsque vous sortez votre terminal, votre téléphone, et que vous souhaitez vous connecter. Donc, en fait, elle va mieux cibler les besoins de connexion.
entre autres. Mais derrière, ça pose le souci de l'effet rebond, puisque en fait, on va avoir à disposition un réseau beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide. Donc, les tendances montrent qu'on aura, plus on a en fait à disponibilité un réseau performant, plus on va l'utiliser. Donc, l'effet en fait bénéfique de la 5G qui cible les téléphones qui se connectent au réseau, plus on utilise notre téléphone, plus on va se connecter au réseau, donc plus l'antenne va fonctionner, etc., etc. On parle d'effet rebond. Quand les bénéfices en fait d'une technologie disparaissent parce que l'usage en fait augmente. Et un autre problème de la 5G va aussi être le fait que les terminaux, les téléphones actuels ne sont pas compatibles avec la 5G. Il va donc avoir un sujet lié au remplacement en fait des équipements, à l'installation de nouvelles antennes, à la construction de nouvelles antennes, etc., etc. Et finalement, tout ça nous amène au volet du numérique responsable, c'est-à-dire une fois qu'on connaît les impacts, qu'on a conscience de ces ordres de grandeur, qu'est-ce qu'il est possible de faire déjà nous en tant que consommateurs pour réduire notre impact. Alors ici, il y a quelques pistes d'action que je mentionne, mais bien entendu qu'il y en a beaucoup d'autres. Déjà, c'est de faire durer au maximum nos équipements, puisqu'on a vu que l'impact majeur du numérique, c'est la fabrication des équipements. Éviter de se suréquiper aussi. Voilà, peut-être être plus sobre dans nos équipements pour faire vraiment avec ce qu'on a besoin au quotidien pour travailler et pour rester, voilà, pour communiquer, etc. Maîtriser ses usages, donc notamment en streaming, en vidéo HD, 5G, tout ce qui va être stockage de données sur le cloud, parce que encore une fois derrière, c'est stocké sur des serveurs, c'est bien réel. Favoriser les équipements reconditionnés, du coup, s'il y a besoin en fait d'acheter, peut-être se tourner vers des équipements qui ont déjà été voilà, reconditionnés, réparés. Éviter les équipements surdimensionnés aussi, la taille des écrans aujourd'hui tend à grossir énormément. Voilà, éviter d'avoir des écrans de taille pas possible, parce que plus c'est grand, plus ça a nécessité de matériaux pour être construit. Et aussi éteindre les équipements non utilisés, parce que même un appareil en veille consomme, même un appareil éteint mais toujours branché sur le secteur consomme. Alors peut-être pas autant que s'il était allumé, mais aujourd'hui, vu les problématiques de l'énergie, je pense qu'on ne sera pas contre quelques économies liées à cela. Donc des petites choses à penser du côté du consommateur, mais aussi du côté des opérateurs, parce que c'est aussi ils ont aussi un rôle d'impulser des pratiques aussi plus responsables, en luttant notamment contre l'obsolescence programmée, donc toutes les fameuses mises à jour qui en fait nous pompe toute la mémoire et au bout de 2 ans rendent le téléphone complètement inutilisable. Proposer plus d'offres de produits reconditionnés aussi en magasin, des choses, il y a des sites qui existent, hein, je pense à Back Market ou même Le Bon Coin, il y a des choses qu'on peut trouver. Mais les opérateurs peuvent aussi voilà, proposer encore plus d'offres reconditionnées en magasin pour favoriser pour démocratiser cela auprès de tout le monde. Des équipements éco-conçus. Donc ça, on rentre plus dans la notion d'économie circulaire, comment on va en fait éco-concevoir nos produits dès la phase de conception, pour que derrière, ils soient plus facilement démontables, réparables et puis surtout recyclables. Améliorer la collecte des équipements électroniques. Une fois que un appareil tombe en panne, et qu'il ne peut pas être réparé, il peut avoir voilà, le droit à une seconde vie ou être démonté et récupérer les métaux intéressants, importants. Donc améliorer la collecte de ces équipements-là. Et enfin aussi promouvoir un marketing responsable et peut-être un peu moins de publicité qui me donne envie de changer de portable tous les 2 ans, comme c'est le cas pour 88% des Français qui échangent leur téléphone tous les 2 ans, alors que il est encore en état de fonctionnement. Donc voilà, c'est un chiffre qui est assez aussi percutant. Et donc en résumé, pour finaliser cette capsule,
Le plus gros impact du numérique est donc lié à la fabrication de nos équipements. Donc, gardons-les plus longtemps. Il est intéressant de mesurer notre impact pour savoir où agir en priorité. Donc, au sein d'une entreprise, il y a des choses qui peuvent être faites. Déjà, faire un état des lieux des équipements que vous possédez, de leur état de fonctionnement, et savoir, une fois qu'ils seront en fin de vie, ce que vous pouvez en faire, à qui vous pouvez les donner, les faire recycler, et comment vous allez aussi penser l'achat de nouveaux équipements de manière responsable. Questionner nos usages et nos besoins. A-t-on vraiment besoin de ce troisième écran qui fait je ne sais combien de pouces? Peut-être pas. Et enfin, parler de la sobriété numérique autour de nous, parce que c'est encore en parlant qu'on va aussi sensibiliser les autres et amener ce sujet plus près sur la table, un peu plus en entreprise, mais aussi dans le quotidien. J'en profite pour parler d'un atelier qui s'appelle la fresque du numérique, qui est donc inspiré de la fresque du climat pour ceux qui connaissent, mais donc dans sa version numérique, et qui est hyper intéressant pour ceux qui souhaitent aborder plus en profondeur les sujets liés au numérique responsable et aux impacts du numérique, et afin de voir de manière collective comment trouver des solutions et minimiser notre impact. Voilà pour cette capsule sur le numérique responsable. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et n'hésitez pas à la revisionner et à en parler autour de vous. Merci à vous.